Bonjour à tous. Lord Robert Skidelsky nous rejoint aujourd'hui, professeur émérite d'économie politique, auteur et également membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni. C'est donc un grand privilège de vous parler. J'ai lu vos travaux, j'ai vu vos interviews. C'est donc merveilleux de finalement vous parler. Ravi d'être sur vos programmes. Eh bien, je voulais commencer par les politiques britanniques envers l'Ukraine, car une grande partie de l'Europe a été assez hostile à la diplomatie et semble en effet favoriser la victoire. Mais cela dure maintenant depuis plus de 3 ans, et je me demandais comment vous percevez la situation en Grande-Bretagne. Quelle est l'aversion à poursuivre une voie diplomatique? Et pourquoi sommes-nous si convaincus que cette guerre doit être gagnée? Eh bien, je veux dire, c'est un excellent point. Dès le début, c'était gloire à l'Ukraine, et il doit y avoir une victoire ukrainienne. Et il n'y a pas de discussion ou de négociation de paix possible, sauf aux conditions ukrainiennes. Et je pense que cela reste la vision. Je veux dire, je pense qu'ils ont abandonné le discours de la victoire, mais la paix doit être aux conditions ukrainiennes. Et donc, je pense que par conditions ukrainiennes, cela signifie nécessairement, je pense, des conditions inacceptables pour la Russie. Ils savent donc qu'il y a un accord sur quelque chose, mais c'est fondamentalement inacceptable pour la Russie. En adoptant cette position, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas que cette guerre se termine. Ce qu'ils font réellement, c'est mettre des obstacles aux efforts pour mettre fin à la guerre par un accord entre la Russie et l'Amérique. Je pense que c'est le jeu qui se déroule en ce moment. Ils entravent en quelque sorte les pourparlers de paix parce qu'ils ne veulent pas vraiment que la guerre se termine, sauf selon les termes ukrainiens. Eh bien, j'ai vu beaucoup de ces récits et comment ils ont, je suppose, un résultat très malheureux. C'est-à-dire, avant l'invasion russe, quand nous disons pas de garantie de sécurité, cela a en quelque sorte laissé l'option militaire comme la plus préférable pour les Russes. Et aussi, quand nous disons que nous n'aurons pas de paix avant que les Russes se retirent, cela signifie effectivement qu'il n'y aura pas de paix. Et de même, lorsque vous promettez qu'ils obtiendront l'adhésion à l'OTAN après la guerre, nous signalons aux Russes qu'ils doivent annexer tous les territoires, ce que vous ne voulez pas voir finir entre les mains de l'OTAN. Donc, je pense que beaucoup de ce que nous disons semble bien, mais cela finit par avoir des conséquences terribles. Mais voyez-vous cela comme une stratégie délibérée, cependant, pour prolonger la guerre? Vous ne savez jamais vraiment combien est délibéré et combien est de la stupidité. Et il est souvent difficile de faire la distinction. Il y a un récit, et les gens y sont habitués. Ils l'apprennent par cœur. Par conséquent, lorsque les événements réels prennent une direction différente, ils ne savent pas vraiment comment changer leur récit. Ils continuent vraiment, comme, vous savez, des poules sans tête. Ils continuent à faire la même chose. Et donc c'est un mélange des deux. Mais sans aucun doute, je veux dire, pensez à cette chose. L'idée de la coalition des volontaires, envoyant des troupes de Grande-Bretagne, de France, peut-être de Pologne, mais de toute façon, de certains autres pays scandinaves, peut-être pour surveiller le cessez-le-feu, alors que la Russie a dit sans cesse que nous ne voulons pas de l'OTAN près de l'Ukraine. Maintenant, c'est fait pour être rejeté, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne peux pas croire qu'il l'ait sérieusement envisagé. Voulait-il délibérément saboter les pourparlers, ou essayait-il désespérément de rendre l'Europe pertinente par rapport à ce qui se passait sans vraiment abandonner leur position précédente? Il est difficile de savoir ce qui se passe dans leur esprit. Encore une fois, nous devons intensifier les sanctions.
Nous devons saisir les actifs russes gelés, ce que la Grande-Bretagne et la France veulent faire. Cela est contesté par un ou deux autres. C'est 200 milliards d'actifs. Maintenant, ce sont des actes de guerre. Ce ne sont pas des actes de diplomatie. Alors, qu'en pensez-vous? Vous faites votre choix. Je pense que c'est délibéré. Je pense que c'est une tentative délibérée de saboter toute possibilité que les négociations américano-russes puissent réussir. Oui, nos dirigeants politiques dans ce pays font la même chose. Ils disent, eh bien, nous devrons peut-être envoyer des casques bleus en Ukraine pour contribuer à la paix. Mais ce que cela signifie réellement, c'est saboter la paix, car il ne peut y avoir de négociation ou de paix si la menace d'introduire des soldats de pays de l'OTAN en Ukraine plane sur eux. Les mots que les gens utilisent sont terriblement importants. Je veux dire, il faut aller au-delà d'eux. Parce que bien sûr, nous voulons tous la paix, n'est-ce pas? Nous voulons tous la paix, et le plus tôt sera le mieux. Mais nous devons avoir une paix qui laisse le statut des 4 blasts russophones quelque peu indéterminé, qui prévoit encore un rôle pour l'OTAN, qui exige encore, d'une certaine manière, que la Russie paie des réparations. Et qu'en est-il de traduire le gouvernement russe en justice devant la Cour internationale pour crimes de guerre? Eh bien, nous n'avons pas complètement écarté cette idée. Mais vous voyez, alors quelle est la position? Je veux dire, il me semble qu'ils n'ont pas dit « suivons les efforts de Trump, essayons certainement de les améliorer, mais soyons constructifs de cette manière ». Au lieu de cela, c'est une stratégie différente qu'ils poursuivent. Quelle est cette stratégie? Parce que je pense qu'il y a une reconnaissance croissante maintenant que nous perdons cette guerre. Et si nous ne pouvons pas gagner, et que nous voyons que les Ukrainiens perdent plus d'hommes chaque jour, plus de territoire, plus d'équipements, qui ne peut pas être remplacé, surtout maintenant que les Américains se retirent. Quelle est exactement la stratégie? Quelle est la coalition des volontaires? Un terme malheureux. J'ajouterais, quels sont les objectifs possibles? Ou est-ce seulement une illusion à ce stade? Eh bien, il n'est pas clair quels sont les objectifs. Il y a une vague de russophobie, et si vous lisez les commentateurs grand public, ce que Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'Europe. La Russie est une puissance expansionniste. Ce n'est pas seulement qu'elle veut recréer l'ancien empire qui l'entoure, mais elle irait plus loin si on le lui permettait. Donc c'est une bataille pour l'Europe, mais c'est une bataille très étrange pour l'Europe, parce que c'est une bataille pour l'Europe jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien. Ainsi, l'Ukraine n'est en fait pas l'acteur principal, d'une certaine manière, dans ce grand récit. C'est simplement, on pourrait dire, presque une victime sacrificielle. Mais l'intrigue principale est l'intrigue anti-russe. Et la Russie est un danger. C'est une autocratie. Les autocraties sont agressives, et nous, les démocraties, devons leur résister. L'Ukraine se trouve être le point particulier où il y a une certaine résistance. Mais cela pourrait être la Moldavie, cela pourrait être la Géorgie, cela pourrait être l'Estonie. Donc, si vous le voyez de cette manière, si c'est votre point de vue sur la situation, alors, je veux dire, la stratégie est simplement de résister à tout moment où cet ours russe essaye de vous attaquer. Je ne pense pas que ce soit plus sophistiqué que cela. Je devrais dire d'ailleurs, à mon avis, et à celui de nombreux experts, c'est pas ce que la Russie cherche à faire. Je veux dire, il me semble que la Russie a toujours voulu des voisins faibles. Historiquement, en remontant au XIXe siècle, nous les appelons peut-être maintenant des États tampons ou quelque chose comme ça. Mais elle n'a pas voulu conquérir, vous savez, l'Europe. Même une grande partie de l'Europe, elle n'a pas voulu faire cela. Donc je pense que la stratégie, dans la mesure où elle consiste à résister à l'offensive russe, est mal orientée,
et empêche les véritables possibilités de paix. Walter Lippmann a écrit il y a un siècle sur la propagande qu'en présentant le monde comme une lutte entre le bien et le mal, elle avait l'effet positif de mobiliser le public ou d'obtenir son consentement pour la guerre. Mais il a dit que l'inconvénient était qu'il devenait impossible d'atteindre une paix viable, car si vous pensez être dans une lutte du bien contre le mal, le compromis devient de l'apaisement. Ce qui ressemble beaucoup à la façon Espoir Nord aujourd'hui. Et cela, bien sûr, est l'une des faiblesses de la démocratie. Une fois que les démocraties acceptent un certain type de récit, cela devient une croisade morale, et il est très difficile de les arrêter. Voici une belle citation, si je puis vous la donner, de 1836. En 1836, John Stuart Mill affirmait dans un essai que le gouvernement avait été frappé par la maladie épidémique de la russophobie, une panique irrationnelle qui avait déclenché une augmentation inutile des dépenses de défense. Voilà comment cela se passe. Vous avez la russophobie. Ils sont sur le point d'arriver. Par conséquent, cela vous permet d'obtenir des dépenses de défense plus élevées par le biais du Parlement, dans ce cas. Toute la gauche et la droite peuvent s'unir sur ce point. Il y a cette menace extérieure. Nous devons dépenser plus pour la défense. Sur ce point, la gauche et la droite peuvent être en parfait accord, car c'est une question de sécurité nationale. Une de mes idées est que nous allons voir ce qu'on appelle maintenant le keynésianisme militaire arriver en Europe occidentale, alors qu'ils assouplissent les règles budgétaires. Ils l'ont déjà fait en Allemagne, afin de s'étendre défensivement. Pour faire face à quoi? À la menace de la Russie. Eh bien, dans les années 1830, il y avait aussi Richard Cobden en Grande-Bretagne, qui a publié le pamphlet sur la russophobie. Et c'était le même avertissement, à savoir que, oui, nous avons des préoccupations légitimes en matière de sécurité concernant la Russie. Mais il disait que cette peur et cette haine irrationnelle et effrénée de la Russie conduisaient à des dépenses inutiles. Et aussi, oui, à des politiques qui n'étaient pas idéales. Entre termes, mauvaises pour la Grande-Bretagne. Mais de nos jours, il serait peut-être qualifié de marionnette de Poutine. Oui. Oui, oui. Mais vous voyez, aussi pendant la guerre froide, il y avait la Russie comme le grand ennemi, voulant conquérir l'Europe et dominer le monde d'une certaine manière. Mais en fait, beaucoup de travaux récents sur la guerre froide ont dit que ce n'était pas réellement l'intention de Staline. Il voulait certainement de grandes zones tampons, mais il n'était pas vraiment intéressé par la prise du reste de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Et donc, encore une fois, ce que vous aviez était cet argument pour les dépenses militaires basées sur la menace russe. Et cela a même conduit Eisenhower, en 1961, à mettre en garde contre le complexe militaro-industriel qui avait beaucoup trop d'influence sur la politique. Alors, quelles sont les sources? Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé? Qu'est-ce qui a déclenché cette guerre? Et aussi, quels sont les objectifs russes? Eh bien, je pense que la Russie, depuis la chute de l'Union soviétique, s'est opposée à l'expansion vers l'est de l'OTAN. Je pense que c'est une ligne constante. Et ils disent que Gorbatchev avait reçu la promesse de « pas un pouce plus à l'est » lorsqu'il a accepté la réunification de l'Allemagne. Je pense que tout cela est assez bien établi. Mais pourquoi ont-ils finalement pris des mesures militaires? D'ailleurs, je pense que l'opération militaire était profondément mal avisée de la part de Poutine. Elle a été mal calculée. Je pense qu'ils pensaient pouvoir gagner ou atteindre leurs objectifs très rapidement avant de devoir s'inquiéter de véritables répercussions mondiales.
Je pense que c'était faux. Ils ont sous-estimé l'ampleur de la résistance ukrainienne. Donc c'était mal calculé. Et un des résultats a été 2 membres supplémentaires de l'OTAN. Donc, vous savez, la politique n'était pas correcte. Mais ce qui a commencé, je pense, ce qui a conduit au moment de l'invasion, ce sont les événements de 2014 en Ukraine. Je pense que les Russes avaient toujours, jusqu'alors, de 1990 à 2014, essentiellement été capables de manipuler la politique intérieure ukrainienne, de sorte qu'elle soit un voisin faible. Et puis il y a eu ce soulèvement de Maïdan en 2014. Était-ce un véritable soulèvement populaire contre Yanukovych, qui était le président à l'époque, ou était-ce un événement manipulé par la CIA? Et les Russes, bien sûr, croient que c'était entièrement un événement manipulé par la CIA, que cela faisait partie de l'expansion vers l'Est de l'OTAN. Vous éliminez toutes les forces pro-russes en Ukraine. Et ensuite, l'Ukraine rejoint simplement l'OTAN à un moment donné dans le futur. Je pense que c'est l'interprétation russe de ce qui se passait. Et cela a conduit à la première attaque, qui a été la saisie de la Crimée en 2014. Mais ensuite, ce que les Russes ont vu comme le refus de Zelensky de mettre en œuvre Minsk II, qui devait établir des arrangements d'autonomie appropriés pour les 4 provinces russes, et son rejet de cela, et il semble, à leur avis, sa tentative de les dérussifier. Ces éléments ont ensuite conduit à l'invasion réelle. Je pense qu'il y a quelque chose dans le récit russe. Je veux dire, pourquoi cela ne serait-il pas le cas? Je veux dire, les Russes voulaient russifier l'Ukraine à toutes les époques où ils étaient là, vous savez. Et maintenant, l'Ukraine veut ukrainiser l'Ukraine. Et je ne pense pas qu'il faille postuler que ce sont des nazis, ce qui est, vous savez, plutôt absurde et un mensonge invraisemblable. Mais ils veulent créer une Ukraine ukrainienne. Et il se trouvait qu'il y avait pas mal de Russes là-bas. Donc, soit les Russes vont quelque part en Russie, soit les Ukrainiens essayent de, vous savez, les transformer en Ukrainiens. Et donc je pense que c'était l'origine. Je ne pense pas qu'il y ait eu une tentative sérieuse de restaurer l'Empire russe ou l'Union soviétique. Ce sont des idées, oui, et si les opportunités étaient là, ils pourraient penser à le faire. Mais ce n'était pas un projet. Je pense que le projet était d'arrêter en Ukraine. Eh bien, jusqu'en 2014, seulement 20% des Ukrainiens voulaient rejoindre l'OTAN. En effet, pour les services de sécurité ukrainiens, leur principal partenaire était la Russie. Nous avons également vu dans les sondages que si les Ukrainiens devaient choisir un partenaire étranger, la Russie était le favori. Cependant, il y a un an, le New York Times a publié un article affirmant que le premier jour après le renversement de Yanukovych, le nouveau chef du renseignement ukrainien est entré en fonction. Et la première chose qu'il a faite a été de décrocher le téléphone pour appeler la CIA et le MI6 afin de former un partenariat trilatéral contre la Russie. Il semble donc, et cela a également été confirmé, que cela a en grande partie déclenché ou créé de très profondes inquiétudes en Russie. Que cela ne concernait pas seulement l'aspiration à faire avancer la démocratie en Ukraine. Je veux dire, je pense que les Russes ne vont pas. L'une des choses que j'ai dit sans cesse, c'est que ce n'est en aucun cas une victoire totale de la Russie. Je veux dire, c'est une victoire considérable pour l'Ukraine. Tout d'abord, sa résistance a été très très remarquable. Et deuxièmement, cela a rendu la plupart des Ukrainiens anti-russes. Je veux dire, vous savez, vous rapportez la constatation antérieure, selon laquelle ils voyaient la Russie comme un partenaire. Mais si vous bombardez un pays jusqu'à le réduire en miettes pendant 3 ans, ils ne vont pas vous considérer comme un ami. Bien sûr que non. Je veux dire, donc ce que la Russie a réellement accompli, c'est la création d'une Ukraine véritablement indépendante. Et nous devrions en fait reconnaître cela, quand nous disons «
Oh, nous ne devons pas laisser la Russie s'en tirer. La Russie ne s'en est pas tirée. Oh, je pense que c'est un bon point. Oui, on dit que les nations naissent dans les guerres, et je pense que c'est en grande partie vrai ici aussi. Et si vous faisiez ces sondages aujourd'hui sur l'OTAN, ils ne ressemblent certainement pas à ceux de 2014. Et je pense que cela a été un point clé. L'une des erreurs de calcul, ou des erreurs comme vous l'avez dit, vous avez également mentionné une erreur de calcul, selon laquelle les Russes pensaient qu'ils allaient venir et régler cela très rapidement en 2022. Mais je pense que les Russes reconnaissent également à ce stade que c'était une erreur de calcul. Car, dès le premier jour après l'invasion, Zelensky lui-même a confirmé que les Russes l'avaient contacté le premier jour de l'invasion pour entamer des négociations sur la neutralité. Mais cela ne s'est jamais produit. Il pensait qu'il accepterait cela. Mais que pensez-vous de l'argument selon lequel, encore une fois, les médiateurs israéliens et turcs ont dit que c'était Boris Johnson, représentant également les États-Unis et le Royaume-Uni, qui est intervenu et a exercé des pressions pour abandonner les pourparlers d'Istanbul? Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Je ne sais pas comment. Il y avait encore des questions à négocier, mais les négociations à Ankara avaient atteint un point où elles auraient été portées au plus haut niveau pour régler les détails finaux si cela avait été possible. Et puis il y a beaucoup de preuves que lorsque Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'est rendu à Kiev le 6 avril 2022, il a vu Zelensky et a dit « Écoutez, vous pouvez faire la paix si vous le souhaitez, mais nous n'allons pas nécessairement approuver la paix que vous faites. Et si vous ne faites pas la paix, nous continuerons à vous fournir les armes de résistance. » Maintenant, il y a beaucoup de preuves. Maintenant, les gens disent, eh bien, comment Boris Johnson, il n'avait pas de rôle particulier. Mais la promesse que l'OTAN continuerait à fournir des armes à l'Ukraine était une incitation très puissante à ne pas faire la paix à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait presque une sorte d'équilibre. La Russie n'avait pas vraiment réussi dans ses objectifs, mais elle n'allait pas progresser davantage immédiatement. Il y avait donc une chance, un point d'équilibre dans la situation militaire à ce moment-là, où l'on aurait pu voir qu'ils auraient pu parvenir à un accord. Puis cet équilibre a disparu. Les Ukrainiens ont commencé à gagner du terrain et ils ont perdu de l'intérêt. Et puis, bien sûr, l'idée de paix a repris en 2024 en raison d'une impasse sur le champ de bataille. La paix, quand elle est chaude et froide, dépend énormément de ce qui se passe sur le terrain et de qui pense obtenir un meilleur accord. Je suis sûr que les Russes retardent un peu le processus de paix maintenant, pas trop, afin de gagner autant de terrain que possible avant que le cessez-le-feu ne soit signé. Je pense que vous avez probablement tout à fait raison à ce sujet. Mais aussi, je pense que c'est le récit lorsque nous disons que fournir des armes est la chose pro-Ukraine et solidaire à faire. Je pense que s'y opposer reviendrait alors de facto à prendre le parti de la Russie. Mais je pense que les gens manquent le fait que fournir des armes était précisément dans le but d'éviter un règlement diplomatique. Et étant donné que nous voyons maintenant la destruction totale, la dévastation qui a été infligée à l'Ukraine, j'ai tendance à remettre en question toute l'idée que cela était pro-Ukraine au départ. Cela a été dévastateur par rapport à ce qu'ils auraient pu obtenir lors d'une négociation à Istanbul, bien sûr, où les Russes se seraient retirés en échange de la neutralité. Oui, je veux dire, c'était un moment clé en février, mars 2022. J'ai écrit à ce sujet et l'ai appelé « la paix perdue ». Et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ce point de vue, qu'il y a eu une occasion manquée là-bas. Et maintenant, je veux dire, pourquoi à ce stade dire « Regardez,
Au moment où la diplomatie est à nouveau possible, pourquoi dire gelons, non pas gelons, mais utilisons, confisquons, 200 milliards de dollars d'actifs russes? Je veux dire, ce n'est pas une approche de paix, c'est intensifier la guerre. Je veux dire, les sanctions sont des armes de guerre. Elles étaient idéales pour les pays qui voulaient afficher une énorme indignation morale sans avoir à se battre. Mais toutes les preuves montrent qu'elles n'ont pas fonctionné. Elles ont très rarement fonctionné, à moins d'être en conjonction avec des combats réels. Et de plus, elles ont renforcé l'économie russe. Les sanctions économiques ont créé une économie de guerre russe. Maintenant, il y a une profonde erreur de calcul de la part de l'Occident. Il est difficile de contourner le fait que les sanctions ont échoué. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup.